Avant de commencer, donc, je remercie donc, le département, la médiathèque départementale du Var, Toulon et la médiathèque Chalucé d'accueillir cette rencontre. Donc j'ai deux auteurs avec moi, qui n'ont pas grand-chose en commun, mais on va se débrouiller. Et vous partagez peut-être des points communs, on va voir. Pour la question très très simple, quel est votre parcours qui vous a mené jusqu'à la bande dessinée? Disons que j'ai toujours eu une pratique du dessin. Après, j'ai pas fait d'études dans ce sens-là. J'ai fait des études d'art et ensuite j'ai continué à apprendre le graphisme, la mise en page, le design typographique. Donc, on n'est pas dans le dessin, mais on reste sur des choses qui, pour moi, sont quand même liées à la bande dessinée, dans le sens où on est dans l'organisation d'éléments, de la clarté du message, de communiquer des éléments. Et par contre, à côté, j'ai toujours eu cette pratique du dessin, et au bout d'un moment, en fait, elle prenait de plus en plus de place dans mon quotidien. Et quand j'ai commencé en fait, à avoir des demandes d'illustration à côté de mon travail, et que à côté de ce travail, je faisais aussi de la bande dessinée, ça commençait à être compliqué de faire une espèce de triple grand écart, et du coup, je me suis dit, bon, gardons juste le dessin, et du coup, maintenant, je partage mon quotidien entre écrire des livres, les dessiner, et faire de l'illustration de commande pour la presse et l'édition en général. Moi j'ai fait un BTS en dessin d'animation, donc c'était très technique, il fallait juste apprendre à faire bouger un personnage, apprendre à faire bouger des éléments, donc c'était un peu des calculs, mais j'ai adoré ça. Et j'ai fait ça après mon bac, donc je suis montée dans un petit BTS au Luxembourg que personne ne connaît. Et je me suis entraînée voilà, à faire 2 ans d'animation, et j'ai eu la chance de pouvoir travailler 6 mois sur un film long métrage d'animation pour adultes qui parlait de la guerre, des Khmers rouges. Et suite à ça, j'ai été contactée par mon éditeur pour faire ma première bande dessinée. Donc j'ai pas fait vraiment d'études de bande dessinée ni de dessin à proprement parler, j'ai plutôt fait des études de dessin animé. Donc en fait, vous êtes venu à la bande dessinée de manière un peu détournée, c'était pas des études vraiment destinées à la bande dessinée. Quel genre d'enfant vous étiez, d'élève, vous dessiniez au fond de la classe, ou voilà, le dessin a occupé quelle part dans votre vie? Je dessinais beaucoup enfant, ça je crois en avoir souvenir. C'est pas si loin. Je faisais des bandes dessinées, j'en ai gardé quelques-unes qui sont complètes. J'ai entendu parler d'une parodie de James Bond. Oui, c'est très bien informé. Oui, j'avais fait Boris Bond, le fils de James Bond, ça fait 8 pages, ça je l'ai encore. Et après, par contre, j'avais plein de projets de bande dessinée, donc des projets très ambitieux qui s'arrêtaient au bout d'une page. Ça, j'en ai pas gardé de trace, je regrette un peu. Mais voilà, ça c'était quand j'étais enfant, et puis après j'ai continué à dessiner, mais pas forcément de la bande dessinée, et après c'est vrai que c'est venu un peu sur le tard, l'envie de raconter des histoires, et du coup c'est vrai que peut-être que là, je pense que tu me suivras là-dessus, mais de faire une bande dessinée pour raconter une histoire quand on dessine, c'est le plus facile. De se lancer dans un film d'animation, c'est un temps beaucoup plus long. Imaginez de faire un film en image réelle, c'est des budgets conséquents, et du coup de raconter une histoire avec le dessin, finalement il y a une feuille et un crayon, et puis après c'est l'imagination qui marche. Je vais te rejoindre là-dessus, mais moi je dessine que depuis que j'ai 12 ans. Je dessinais pas du tout avant, ou alors on reconnaissait mes dessins parce qu'il y avait trop de couleurs, il y avait trop de détails, du coup ça donnait vraiment rien du tout. Et j'ai commencé, je rejoins Jérémy, à faire de la BD parce que je voulais raconter beaucoup d'histoires. Depuis toute petite, je veux vraiment raconter des histoires, et c'est à 12 ans que j'ai eu une sorte de déclic, une sorte de clé pour me dire en fait je vais apprendre à dessiner, je vais recopier des pages d'une BD que j'adorais et que j'adore toujours. Et c'est comme ça que j'ai été amenée à faire de la BD. Mais sinon, je crois que quand j'étais petite, je me suis jamais... je me disais, je veux raconter des histoires.
C'était les histoires qui m'intéressaient. Et c'est vrai que quand on fait une BD, c'est très facile. Enfin, très facile, c'est pas très facile, mais c'est le moyen le plus satisfaisant pour raconter une histoire. Parce qu'il y a les images, le texte, et les deux viennent de nous. Il n'y a pas de limite aussi, il n'y a pas de limite au... C'est ça, c'est ça. De costumes, décors, peu importe. La BD a fait un grand boom en 20 ans. Et elle s'est diversifiée d'une manière très conséquente. Et notre plus grand bonheur. On va passer sur notre style, qui chacun le vôtre. Donc ça n'a rien à voir, ce que je disais, c'est un terme de grand écart. Jérémy, je vais commencer par toi. Tu as un style très épuré. Est-ce que c'est une manière de laisser le lecteur un peu s'approprier et rentrer dans l'histoire? Ouais, c'est une façon de voir les choses qui est commune à celle. C'est comme ça en fait que moi j'imagine mon dessin. Et c'est sans doute là aussi qu'il y a des héritages de ma formation, mais j'aime bien imaginer le dessin comme une sorte de langage, une sorte de boîte à outils, et je me dis qu'en utilisant le moins d'outils déjà, moi je me sens à l'aise dans la contrainte de travailler avec peu de moyens, et en étant très simple en fait dans la forme des éléments qu'on représente, dans les visages, on laisse une grande place au lecteur pour son imagination. Ça permet à la fois, je trouve, notamment pour les personnages, de ne pas les figer en fait, dans une émotion qui pourrait paraître fausse si un lecteur, en fait, en parcourant l'histoire, le personnage ne réagit pas comme lui, il allait imaginer sa réaction. Et de laisser toute cette place au lecteur pour son imagination, moi c'est quelque chose qui me plaît aussi dans la manière de raconter des histoires, en fait, de lui laisser de la place pour qu'il y ait des solutions, qu'il y ait il imagine des choses, et du coup, pour moi, de faire un dessin qui laisse cette place-là aussi, c'est une manière d'être raccord en fait, avec le fond de mes histoires. Gaël, toi, tu as un style très coloré et élégant, j'ai trouvé. On va revenir après à la couleur, Jérémy, on reste dans le coin. Donc toi, tu as un style totalement différent, on dit plus fin. C'était ta volonté d'avoir un univers plus coloré? Je pense que ma volonté d'abord c'était que, je pense que je tiens ça de mes études d'animation, c'est qu'on voit les personnages bouger, qu'il y ait du mouvement, que quand le personnage danse, on imagine quel mouvement il pourrait faire. Je crois que l'univers coloré c'est arrivé après, en fonction de l'histoire qui se passe durant les années folles. Et pour moi, les années folles, c'était une explosion de couleurs, une explosion d'émotions comme ça. Donc je pense qu'en fait, j'adapte la couleur en fonction du récit que je veux raconter. Après, pour les dessins fins, comme tu dis, et je t'en remercie, je crois que c'est pareil, c'est un style que j'ai pris des magazines de mode avec des silhouettes très longues, très fines, des années folles. Je crois que mon style actuel s'est adapté à la BD que j'ai fait là, maintenant. Et donc hier, tu me disais que tu étais un peu prisonnière de tes personnages. C'est eux qui dictent l'histoire, c'est pas l'inverse. Ouais. La couleur. Je sais pas que tu as réalisé. Donc toi, tu procèdes par aplat de couleurs. Alors c'est un peu différent dans Crépuscule qui était sorti juste avant, où là il y a différentes couleurs pour différents univers. Et donc, dans le Land des Ruines, c'est quand même plus uniforme. Donc, pourquoi cette univers de prendre d'aplat de couleurs? D'abord, il y a cette idée que j'évoquais juste avant, le fait de se sentir à l'aise dans la contrainte, et du coup, le fait d'avoir peu de couleurs, moi, c'est quelque chose dans lequel je suis à l'aise. En fait, si je suis face à une page et que j'ai une infinité de couleurs, j'ai l'impression que je peux y passer 20 ans et en fait, je ne vais pas réussir à avancer. Du coup, en imposant un choix restreint, moi, ça me permet d'avancer. Et d'autre part aussi, par rapport en fait c'est toujours un peu difficile d'intellectualiser son trait, de le penser, mais je suis conscient qu'il est minimal, mais il y a plein de petits détails. Et en fait, dès que je fais des essais de colorisation en rajoutant des effets de volume où je complexifie la couleur, ça vient parasiter en fait le dessin. Et ce qui fonctionne le mieux à mon sens, c'est d'avoir juste des aplats. Il y a un côté assez immédiat qui, je trouve, matche bien en fait avec le trait.
La seule chose que j'ai un peu amené là dans le monde des ruines aussi par rapport à la gestion de la couleur, c'est d'utiliser des systèmes de trames qui viennent créer un peu des niveaux dans l'image, mais sans changer la couleur. C'est juste comme si on rajoutait un tout petit peu de niveau de gris. Ça me permet de rajouter de la profondeur parce que vu que mon trait il est tout le temps uniforme, j'ai pas de plein délié, du coup en fait ce qui est loin est dessiné de la même façon que ce qui est près, mais du coup en jouant avec ce système de trame, on peut réussir à creuser l'espace dans la case et du coup amener de la profondeur qui pourrait pas être possible autrement. Je reste sur Jérémy. Merde. Je reviens sur Gaël. Gaël, tu as essayé. Qu'est-ce que j'ai dit? Gaël. C'est ça. Ça va être dur avec les prénoms. Mettez des petites pancartes, comme au collège. Donc Jérémy, c'est ça. Tu essayes, et je trouve que tu arrives bien à faire cohabiter la nature et l'urbanisation. Pour moi, je trouve que ce sont des univers opposés, mais toi, tu arrives à les faire cohabiter. En quoi ces deux univers, ces deux environnements, pour toi, sont importants parce que ça apparaît aussi dans Crépuscule? En fait, ils sont importants. Je pense que c'est... Et là, je pense qu'on sera plus ou moins d'accord, mais c'est que un projet de bande dessinée, c'est un projet qui est long. C'est-à-dire que ça prend du temps. On va passer beaucoup de temps seul face à une page. Et du coup, on a se dit pas. Voilà, parce qu'on sait très bien que vous le lisez très vite, mais c'est la règle. Mais du coup, on sait qu'on s'engage dans un long projet et ce qui est important, c'est qu'on se fasse plaisir en fait dans tout ce temps qu'on va passer devant la feuille. Et moi, ce que j'aime, c'est dessiner les paysages, dessiner les décors. Si je pouvais faire une bande dessinée avec que des paysages, je crois que ça me plairait bien. Et du coup, je pense que c'est avant tout, ça naît d'un plaisir de dessin, que le paysage, l'environnement soit au cœur des récits, on devienne le moteur. Et après, du coup, sur cette alliance ou cette confrontation entre l'urbanisme et le paysage, disons, plus naturel, parce que je trouve qu'il se passe des choses intéressantes dans le dessin, parce qu'en fait, quand on se met à dessiner une ville, on ne peut pas partir, entre guillemets, il y a des règles un peu à garder pour que l'image fonctionne et qu'on comprenne qu'il y ait une cohérence, alors que dans le paysage, on peut vraiment partir quasiment en état un peu d'hypnose à dessiner. Et du coup, quand on confronte les deux, il se passe une chose assez intéressante dans le dessin. Ça nous fait changer vraiment notre état, je trouve, quand on se met à le dessiner. C'est ça qui m'intéresse. Et c'est pour ça que c'est un peu au cœur des images que je produis. Toi, Gaël, ça se passe dans les années folles, c'est ce qu'on disait hier. Moi, je l'ai déjà entendu, mais je pense que tu vas le répéter. Qu'est-ce qui te plaît dans cette époque? Alors déjà, il y avait cette notion de... Quand j'avais eu l'idée, on était en 2019, et je me suis dit, si ça sort en 2020, c'est un très bon prétexte pour fêter les 100 ans des années folles. Mais il y avait aussi toute cette idée qu'on s'en fait. On l'idéalise généralement ces années-là. On idéalise la liberté, on idéalise l'explosion qu'il y a de joie, on danse, on rit pour une certaine classe sociale. Et donc du coup j'ai repris tous ces clichés, tous ces stéréotypes qu'on en a pour faire un album juste plein de couleurs. Et là où on diffère un peu avec Jérémy, c'est que moi les décors, les décors, j'y arrive pas beaucoup, c'est pour ça que dès que je veux pas en faire, je fais des plantes derrière. Donc c'est là, par contre, où on se rejoint. Et heureusement, ça reste dans le thème du jardin, mais c'est vrai que les décors, voilà, c'est pas la chose dans laquelle je me fais le plus plaisir. Moi, j'aime bien faire passer des émotions via les regards, via du mouvement. Les silences, oui, exactement, les silences, parce que des fois il n'y a pas besoin de paroles pour ressentir des choses. C'est les décors, mais c'est quelque chose, je me surprends à aimer de plus en plus. Sur d'autres projets, je me surprends vraiment on peut le dire, à kiffer faire des décors, soyons fous. Vraiment, j'aime de mieux en mieux, parce que je crois que je dessine en décor en fait, c'est très motivant de dessiner ce qu'on aime. On va avoir beaucoup plus de facilité à avancer plus vite,
parce que de toute façon, on se fait plaisir. Alors, j'insiste sur une chose, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous levez la main, vous levez, vous criez, comme ça on sait que vous avez des questions à poser. Gaël, je reste sur toi finalement. Même si vos bandes dessinées ne sont pas dans le même univers, ce sont des histoires humaines. Oui. Un silence. Oui. On parlait du silence. Voilà. Donc, pour chacun ses raisons, mais voilà, c'est des histoires humaines, c'est aussi ce que vous vouliez mettre en avant, des personnages forts. Alors, moi je voulais mettre en avant des personnages qui sont bienveillants, qui sont forts dans leur sensibilité, je trouvais que c'était important, qui sont indépendants. Je trouvais ça drôle et je vais le souligner, mais le seul point commun qu'on a dans la BD, c'est qu'on a un personnage qui s'appelle Rose, et c'est vraiment le seul point commun. Rose, la sœur du coup de voilà, Anna, merci. Et Rose, le héros du livre. Mais mettre en avant ce côté humain, du coup, il y avait de ça, les relations qu'on peut créer entre nous et entre nos personnages. Je te laisse la parole. Oui, un des souhaits initiaux, moi, dans le projet de Mega Wins, c'était de jouer sur un espèce de double plan, à la fois un monde très hostile, dangereux, et avec une vraie violence sous-jacente, et de le mettre en regard avec un drame vraiment humain. J'aimais bien en fait ce double jeu où on passe de quelque chose de très gros, très agressif à quelque chose de beaucoup plus interne, humain, et même aussi dans la relation que peuvent avoir les deux personnages principaux, Samuel et Anna. Ça, c'était aussi un point de départ dès le début de raconter comment se tissent des liens entre deux personnages alors qu'ils sont entourés d'un monde extrêmement agressif et violent, comment eux peuvent se retrouver l'un à l'autre. Parce que leur relation change au fur et à mesure que l'histoire avance. Oui, voilà, ça c'était vraiment une des premières choses que j'ai notées quand j'ai écrit le scénario, c'est-à-dire que c'est un peu un duo que tout oppose au départ, Samuel et Anna. Et en fait, c'est aussi à travers leur quête, leur objectif commun, comment eux ils s'apprivoisent l'un à l'autre, comment ils changent au contact de l'un et comment en fait on peut se transformer juste au contact d'un autre. Alors qu'effectivement, autour d'eux, on est plutôt sur une espèce d'ambiance post-apocalyptique qui ne devrait pas laisser place à ce genre de choses, et pourtant c'est pourtant là que ça naît. Jérémy, je vais essayer de faire comme ça. Jérémy, Gaël, Jérémy. Si tout le monde arrive à suivre, c'est parfait. Si jamais ça va trop vite. Est-ce que vous avez, toi Jérémy, est-ce que tu as eu des références cinématographiques? Je t'ai dit que moi, ta BD m'a fait penser à Inception, pour le fait de pénétrer le subconscient de quelqu'un. J'ai aussi remarqué que dans Crépuscule, il y a le personnage dont le casque se remplit, ça m'a fait penser à Abyss. J'ai pensé à ça. Quand Ed Harris descend encore plus profond, il a du liquide qui lui permet de respirer. Est-ce que tous les deux, vous avez eu des références cinéma ou autres pour enrichir vos œuvres? Oui, moi je sais que en général mes idées elles émergent en voyant des livres, en lisant des films, en écoutant de la musique, etc. Pour celui-ci, en termes de cinéma, j'avais beaucoup de western en fait en tête, parce que pour moi, même si c'est un récit de science-fiction, moi j'y vois une sorte de western un peu contemporain. On y retrouve un peu des séquences qu'il y a dans ce genre de film. J'avais notamment en tête un film qui s'appelle Les Professionnels, qui raconte une bande de mercenaires qui vont sauver une femme des mains d'un bandit, mais en fait le statut de la femme change au fur et à mesure du film. Ça, je trouvais ça intéressant. Et après, j'avais en tête aussi une séquence, pas le film dans son intégralité, mais une séquence de Stalker, où on voit un groupe d'individus parcourir une zone qui pourrait être une sorte de zone radioactive. C'est une zone extrêmement dangereuse, et il y a toute une scène où ils sont face à un bunker qui est peut-être à 20 mètres, et le guide leur dit on ne peut pas y aller tout droit, c'est trop dangereux, il faut qu'on utilise le chemin pour contourner les dangers. Et du coup, il y a une séquence un peu hallucinante où pendant 3-4 heures, il slalome entre les arbres en jetant un sac de pierre. Mais je trouvais ça fascinant, le fait qu'il y a un danger qui est là, il est invisible. Et on le sent, nous, en spectateur, on sent qu'il y a un danger, mais on ne le voit pas. Et c'est un truc que j'avais envie de retrouver dans le récit, le fait qu'à tout moment, il
peut y avoir un danger et de garder du coup le lecteur sous tension. Ça, voilà, ça c'est ce que dit Samuel, c'est que c'est un monde totalement hostile, ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont. Voilà, lui, en fait, Samuel, lui, il connaît l'hostilité du monde, du coup, il prévient Anna que c'est dangereux, mais pendant une bonne partie du récit, on ne la voit pas, en fait, cette menace, du coup, on se demande est-ce qu'il est en train de fabuler ou de gonfler un peu les pectoraux face à elle. Puis en fait, au bout d'un moment, voilà, on commence à avoir il y a des situations, il y a des scènes, on comprend que non, en fait, il y a du danger, et effectivement, ça peut arriver très très soudainement, et ça, ils ont beau être projetés dans un monde virtuel, s'il leur arrive malheur, il va leur arriver, ça se répercute dans la vraie vie, donc le danger est réel. Mais j'avais envie de jouer avec cette tension. Alors moi, je risque d'être très peu amusante, mis à part les recherches historiques pour savoir comment était une lampe Tiffany ou une voiture à l'époque ou un pont à un certain endroit à un certain moment. J'essaye de pas trop regarder de films avec par rapport à ces années-là, parce que le problème c'est que je suis beaucoup trop influençable. Et je risque en fait de me détourner de mon objectif si jamais je trouve un truc trop beau ou vraiment trop stylé et que j'ai envie de le mettre dans la BD, je vais le mettre alors qu'à la place j'aurais pu faire une scène qui aurait voulu dire plus de choses. Je sais pas si je suis très claire, mais j'essaye de pas être influencée par ce que je trouve autour. J'essaie de rester dans mon axe. Et puis s'il y a des choses qui me plaisent, j'essaye vraiment de m'en inspirer, mais je prends beaucoup de recul et je le fais vraiment à tâtons. J'ai trop peur de déformer ce pourquoi je voulais faire à la base. Je parle uniquement pour cette BD-là. Après peut-être que pour les autres ça va changer. Alors justement, comme je vous l'ai dit à chacun, des fois nous en tant que lecteurs on ne se rend pas compte du travail qu'il y a derrière une bande dessinée. Ça nous arrive d'ouvrir une bande dessinée, de dire ça ne nous plaît pas, on la quitte. Et peut-être qu'une bande dessinée c'est peut-être plusieurs mois de travail. Ça veut dire plusieurs années. Oui. C'est vrai. Donc j'aimerais savoir juste pour savoir connaître un peu l'envers du décor, qu'est-ce qu'on fait comme travail avant de se lancer vraiment dans une bande dessinée? Alors, plusieurs années pour ma part. Concrètement, le Landerwill, j'ai commencé à réfléchir au scénario à l'été 2017. Et je l'ai fini en juillet 2020. Ça fait ouais. Après, je fais pas ça à temps plein, mais je pense que mis bout à bout, ça doit représenter 1 an et demi. Après, moi, dans mon procédé d'écriture, je commence d'abord. Je tiens un carnet de notes où je vais noter un peu la structure de l'histoire. Je fais beaucoup de schémas, je fonctionne comme ça. Je fais aussi plein de recherches graphiques gratuites. Je réfléchis à des personnages, je dessine les têtes, les costumes, les objets, etc. Après, pour celui-ci, du coup, j'avais une sorte de tableau Excel où c'était découpé par acte, par scène. Et aussi avec pour chaque scène une sorte de rappel à quoi elle sert cette scène dans le récit. Et après j'avais aussi des colonnes pour chaque personnage pour me rappeler en fait avoir une vision de leur arc narratif propre. Parce que pour réfléchir j'ai besoin d'avoir une vue d'ensemble. C'est comme ça que j'ai du mal à avoir juste un fichier Word avec un scénario écrit. Et à partir de ça, je développe un storyboard de l'intégralité du livre. Qui est une sorte de brouillon un peu assez détaillé, et c'est avec ça que je discute avec l'éditeur s'il y a des choses à améliorer. Et ensuite, après, je passe à l'ancrage de chacune des pages, chronologiquement. Et ensuite, après, il y a la couleur. Donc en fait, il y a quasiment 3 passages de la bande dessinée. Donc, Et ces 3 passages, ça te permet de réarranger certains passages qui ne fonctionnent pas, ou en rajouter d'autres, en supprimer le premier passage, en tout cas de tout faire, ensuite ça permet de remodifier des choses. Après, le passage à l'ancrage, ça permet en fait de plus trop remettre en question. Je vais faire des modifications un peu de dessin, ce genre de choses, mais je remets plus en question les dialogues, vraiment l'avancée du scénario, parce que sinon on s'en sort pas en fait. Moi j'arrive pas à avancer comme ça, et du coup quand j'arrive en phase d'ancrage, voilà, c'était sur à peu près 1 an, du coup je savais que j'avais 4 planches à faire par semaine, quoi. Si je voulais finir en temps et en heure, du coup j'avais un petit planning et je cochais mes cases, pardon. Je voyais quand je prenais de l'avance, quand je prenais du retard,
parce que en fait c'est tellement long. Là ça fait 230 pages, en fait on se rend pas compte, on se dit qu'on a le temps, mais en fait non, le temps il file quand même, et au bout d'un moment il y a une sorte de deadline à tenir pour que le livre il puisse sortir et exister. Et donc les auteurs sont systématiquement en retard? Moi personnellement ça va, mais je sais pas, je vais pas parler pour l'autre. Non, bravo, c'est exceptionnel de ne pas être en retard dans la bande dessinée. Dans les grandes lignes, c'est un petit peu ça. Je pense que ce qu'on partage tous, ce qu'on partage tous dans la bande dessinée, c'est un petit peu pareil, l'élaboration en fait. Tout ce qui est storyboard, élaboration du scénario. J'ai aussi moi-même un carnet où je notais des idées de dialogue, je notais des idées de décor à ce moment-là, des choses que je vois. Je sais que des fois je me suis arrêtée en plein milieu de la rue parce que j'ai vu une porte trop jolie, et du coup je commence à me dire et si je faisais une scène à cet endroit-là, dans ce décor-là. Du coup ça m'aide à débloquer un petit peu. Je crois que l'écriture je la fais en dessinant. Après il n'y a pas vraiment, pour l'écriture il n'y a pas vraiment de mode d'emploi défini. Je crois que c'est chacun sa technique. Et après voilà, tout ce qui est storyboard, tout ce qui est scénario. Storyboard c'est essentiel pour se mettre d'accord avec l'éditeur. Ça par contre on est à peu près d'accord je pense. C'est la première étape que vous vous rendez C'est une des premières étapes où l'éditeur a une vision générale de notre travail et de ce qu'on va faire. Et c'est là où il te dit continue ou alors généralement, si on tombe sur un bon éditeur, il nous oriente plutôt que supprime des choses, ou nous dit non, faut pas faire ça, parce que le but d'un livre, c'est quand même quand il sort, il faut qu'il nous ressemble, mais que ce soit nous, en fait. Je crois que c'est essentiel, un storyboard. Et puis même pour nous, pour voir clairement ce qu'on va faire, la quantité de travail aussi qu'on va fournir. Pour la durée, moi j'ai mis 1 an et 9 mois, en comptant les recherches, en comptant le scénario, de A à Z en fait. Le confinement m'a beaucoup aidé à rendre mes pages à temps. Donc, alors, c'est vrai qu'on est en retard, mais pour celui-là, je n'étais pas en retard. Donc, grand miracle. Et toi, tu m'as parlé des post-it. Ah, les post-it, ouais. Parlons un peu de post-it. Est-ce qu'il t'en reste à la maison? Oui, il m'en reste à la maison, les post-it. J'ai acheté des post-it jaunes, qu'on colle normalement sur le frigo. Et j'en ai fait au mur, j'ai inversé des séquences. Sur ces post-it-là, j'écrivais en grande ligne ce qui se passait. Des éléments qui n'étaient pas forcément utiles, d'autres éléments qui n'étaient pas forcément utiles mais que je voulais mettre quand même, des scènes qui me tenaient à cœur, et donc du coup j'avais pendant 1 an un mur entier rempli de post-it, une 50aine de post-it, donc qui tombaient toutes les semaines, je devais les recoller, c'était infernal. Et donc non mais tu rigoles, mais c'est comme ça que j'ai trouvé en fait une certaine logique dans le récit. À un moment donné, une scène était tombée et je savais plus laquelle était à sa place. Et en fait, du coup, j'ai fait des... Enfin, voilà, c'est juste des petits trucs comme ça qui m'ont vachement aidé. Et voilà, ouais, les post-it. Les post-it, c'est la vie pour moi. Et j'ai entendu dire que donc, ce sont vos personnages qui vous dictent un peu l'histoire. Vous êtes un peu prisonnier de vos personnages. C'est vrai que moi, j'ai l'impression... quand je fais une histoire, et ça vient aussi sans doute du point de vue qui est souvent assez éloigné, j'ai l'impression de jouer avec des petites figurines. Du coup, je commence toujours en général par créer un monde, des règles, comment va fonctionner l'univers. Après, j'imagine les personnages et puis je joue avec dedans. Et du coup, en quelque sorte, oui, on se laisse porter par parce qu'au bout d'un moment, en fait, quand on crée des personnages, on les rend un peu vivants, et du coup c'est pas qu'ils nous dictent leurs agissements, mais ça paraît naturel qu'ils agissent ainsi. Il y avait des moments où je me disais, bah voilà, en fait Rose elle pourrait pas faire ça, et Samuel pareil, et voilà, exactement, et oui, on a de l'affect en fait pour les personnages. Quand on se retrouve par exemple à devoir les malmener, ça devient douloureux. Alors que ça, c'est quelque chose que j'ai découvert moi, par exemple, parce que dans mes précédents ouvrages, les personnages étaient beaucoup moins caractérisés, ils étaient même interchangeables. En fait, je raisonnais, bon bah lui il n'a pas parlé depuis longtemps, là je vais le faire parler, mais en fait
c'était un groupe, une unité, alors que là, c'est des personnages qui avaient des personnalités fortes. Parce qu'il y a moins de personnages aussi dans le monde des ruines. Il y en a moins, mais ils ont surtout chacun un peu leurs propres histoires. Et du coup, quand j'ai dû en tuer, quand j'ai dû tuer un des personnages, je vais pas dire qui, mais là je me suis rendu, ça m'a fait du mal, alors que sur les précédents, il y avait des personnages aussi qui passaient l'arme à gauche, mais j'étais un peu moins affecté. Mais là, de tuer un personnage, ça te semblait logique? Ouais, ça me semblait nécessaire, je suis désolé pour lui, mais parce que je savais que j'écrivais un drame et qu'il fallait que je passe par des choses fortes, mais du coup ça rendait sa mort, il y avait quelque chose d'assez beau dedans, parce que ça me paraissait vrai, quoi. Les personnages, on en parlait hier tous les deux, les miens c'est vraiment eux qui font leur vie. Des fois je contrôle rien du tout et c'est comme si je m'asseyais sur une chaise et que je les regardais faire du théâtre en fait, et j'adore cette sensation. C'est comme si je les invente, je les crée, je leur crée une personnalité, et c'est comme si tu les lâches à la maternelle en fait. C'est imprévisible, tu sais pas ce qui va se passer, tu sais pas quelle relation ils vont établir. Et en fait, j'aime bien voir ce qui se crée, parce qu'il y a des moments où je voulais partir dans une direction et que malgré moi, les personnages me réorientaient autre part en fait. Et c'était surprenant, mais j'aime bien. Et effectivement, quand on crée des personnages, on s'y attache. On s'y attache énormément, on a une sorte... Ouais, c'est ça, c'est des personnages qui, mine de rien, nous accompagnent tout du long de la création. Donc on a l'impression de les connaître, on a l'impression qu'on sait comment ils vont fonctionner, s'il se passe telle ou telle situation. C'est une relation que j'adore avoir avec mes personnages. J'en crée pas beaucoup. Et ceux que je crée, j'ai une sorte de... Je saurais pas comment l'expliquer, j'ai un lien très très fort. Elle est sortie en janvier, donc j'ai dû remettre le livre bien avant, j'ai dû remettre le livre en octobre 2020, et un an, presque un an, et depuis un an, ils n'arrivent pas à sortir de ma tête, je les dessine tous les jours, ils m'accompagnent tous les jours, et même des fois, quand je me sens pas bien, je me dis, bon alors, dans ce cas-là, que ferait ce personnage? Et en fait, ça m'aide. C'est surprenant, mais ça marche comme ça, pour moi. J'aimerais qu'on parle de quelque chose, à savoir la couverture. Parce que nous, en tant que lecteurs, la couverture, c'est ce qui représente l'instinct d'achat, la volonté d'acheter un livre, de l'ouvrir même, avant même de l'acheter, de l'ouvrir ou pas, ou alors est-ce que je passe mon chemin et je vais en ouvrir un autre. Juste, à quel moment le travail sur la couverture, est-ce qu'il intervient dans le processus créatif? Est-ce que tout de suite vous avez une idée précise de ce que ça va être la couverture, ou à l'inverse, c'est en travaillant sur l'histoire que vous vous dites, tiens, voilà, c'est cette idée-là pour la couverture? Beaucoup trop tôt, en fait, mais je dis beaucoup trop tôt parce que c'est par rapport au mode de fonctionnement du livre, c'est-à-dire qu'en fait, avant que le livre existe en librairie, il y a un travail de représentant auprès des libraires. Et avant même ce travail, en fait, il faut qu'il y ait une sorte de couverture provisoire. Donc en fait, très rapidement, l'éditeur nous demande de produire une image alors qu'on n'a pas forcément fini le livre. Et ça, c'est vrai que c'est assez difficile parfois. Et surtout c'est censé être une couverture provisoire qui ensuite disparaît au profit de la nouvelle. Je sais que pour Crépuscule, c'est une version un peu différente de la couverture qui était sortie en provisoire. Je la vois constamment utilisée, elle est reprise en fait, et du coup, ça reste une image assez importante. Et c'est vrai que c'est difficile. Moi, j'aimerais finir le livre et ensuite m'asseoir et réfléchir à la couverture. Et du coup, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et l'image, je veux donner du monde. Voilà, c'est ça. Mais c'est assez... ça dépend des livres. Je sais que pour Crépuscule, ça a été très compliqué de trouver une image. Le Long des Ruines, je l'avais très tôt. J'avais très tôt cette sensation. Il y avait une espèce d'évidence, au point même qu'avec l'éditeur, on était tous les deux d'accord pour... tous les trois, on était d'accord pour dire que ça fonctionne bien, mais on se disait, mais là, il y a une anguille sous roche, est-ce que ça ne ressemble pas déjà à une couverture existante? Donc on a fait une espèce de sondage autour de nous, en montrant la couverture, ça vous dit rien, parce qu'il n'y a qu'une crainte, c'est de la sortir et puis de se rendre compte qu'en fait, il y en a une exactement pareille.
bon, personne ne nous a fait de retour en ce sens, donc ça veut dire qu'on avait touché quelque chose, mais après par contre il a fallu vachement affiner sur le ton, etc. Mais l'image elle est venue très très tôt pour celui-ci. Alors moi l'histoire de la couverture avant la conclusion du livre, moi j'ai pas eu ça. C'est quand j'ai fini le livre en fait qu'on a commencé à réfléchir un petit peu à la couverture. Pas quand j'ai vraiment fini le livre, plutôt quand mon éditeur, surtout moi, quand je me suis vraiment décidée sur la direction artistique que le livre allait avoir, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à réfléchir. Mais je me souviens avoir fait la couverture relativement tard. J'ai fait même plusieurs couvertures très très différentes qui n'ont rien à voir avec celle-ci, tant par la colorisation que par l'intention. Avec mon éditeur, on s'est dit dans celle-ci on va pas dans la bonne direction. Et du coup on a trouvé celle-là que j'aime beaucoup, mais je l'ai fait du coup à la fin quand tout était déjà assez fixé. Donc je pense que ça dépend en fait des maisons d'édition. Ouais, je pense aussi. Après, il faut dire que j'avais fourni beaucoup de recherches en couleur, des illustrations en grande page qui peut-être ont été utilisées en tant que couverture provisoire. Ça, je ne sais pas du tout. Et justement, quelle intention vous avez quand vous faites une couverture? L'intention. Il y a plus de mystère. C'est ça. En fait, ça donne des gros indices. Du coup, je vais parler de ma couverture. Mais parce que je ne vais pas parler généralement sur les couvertures. Les couvertures, elles ont plusieurs intentions. En fait, la mienne, c'était de donner avant tout des indices sur quand est-ce que ça se passait, dans quel environnement est-ce qu'on allait être, situer l'époque, et puis situer le lieu aussi, parce qu'en premier plan, il y a une lampe, donc ça signifie qu'on est dans un endroit tamisé, confiné, donc peut-être des coulisses d'un spectacle. Pas trop de confinement, on n'en veut plus. Et du coup, voilà, ça donnait des indices aussi sur, mine de rien, c'est tout bête, mais comment le dessin allait être à l'intérieur. Donc, bon, des fois, c'est pas le cas, des fois, il y a des couvertures qui n'ont rien à voir avec l'intérieur du livre. Mais je crois qu'on peut plus trop tricher aujourd'hui. Les comics le font souvent. Je crois qu'en France, c'est moins commun d'avoir une couverture qui diffère de ce qu'il y a dans le livre. Mais la couverture, c'est aussi pour donner envie, évidemment. Et sur la couverture, Rose, comme je te l'ai dit hier, moi je pensais que c'était une fille. Une femme. Ouais. Une fille, une femme, et justement non. C'est le but. C'est là où j'étais surpris. C'est aussi le but, c'est pour interpeller le potentiel futur lecteur. Rose, on dirait une femme sur la couverture, et puis si on lit le résumé, en fait, c'est genré au masculin. Donc ça peut peut-être interpeller. Si on fait l'effort de retourner le livre et de lire le résumé derrière. Et donc toi sur la couverture, je fais des rappels à chaque fois. Là c'était en fait, j'ai développé une image qui effectivement est pas dans le livre, et puis même on est dans une scène qui n'est pas possible. En fait, il y a la tête de Rose qui est énorme, donc on n'est clairement même pas dans une scène qui sera à côté, qui aurait été utilisée. L'idée derrière cette couverture, c'était en une image un peu de synthétiser le propos de l'histoire, de montrer que voilà, c'est Rose le sujet, elle a une omniprésence dans le récit, qu'elle soit là ou pas là, qu'on est dans un récit d'exploration à travers la position des personnages qui sont en train d'arpenter un univers un peu en désolation. Il y a ce rouge qui vient un peu frapper le livre, alors qu'il n'y a jamais de cette couleur ensuite qui est utilisée à l'intérieur, mais c'était une manière aussi de jouer d'un jeu de contraste, et pareil, de créer un peu de surprise pour un potentiel lecteur. En fait, il voit le rouge, il le feuillette et il n'y en a pas à l'intérieur, du coup on se pose la question, et pour moi, ce rouge il vient aussi un peu évoquer la violence qu'il peut y avoir dans le livre. Après, quelque chose qui est assez agréable avec mon éditeur, c'est qu'on discute vraiment ensemble de la couverture. Ils n'ont pas on discute ensemble de l'objet. En fait,
Voilà, c'est ça, on échange, et c'est eux qui m'ont proposé, par exemple, de faire cette chose que je pensais pas possible, de faire un titre qui se voit pas. Bah, en fait, le titre, il est assez subtil, donc en fonction de... Là, par exemple, de là où je suis, je ne vois pas de titre sur la bande dessinée, parce qu'il s'efface un peu. Ça va avec le livre qui est parfois silencieux, etc. Donc eux sont une force de proposition là-dessus, et c'est assez agréable d'échanger là-dessus, et de pouvoir se permettre ce genre de choix qui, effectivement, peuvent pas forcément paraître vendeur, et une couverture, ça reste ça. En tant que graphiste, tu dois te... Oui, voilà, moi, vu que par ma formation, j'ai une sensibilité par rapport à l'objet imprimé, c'est super de pouvoir imaginer des objets comme ça, et d'aller même dans des espèces de petits détails de fabrication, et finalement, en fait, ça marche aussi, en fait, parce que c'est un côté un peu surprenant qui diffère, donc après, je sais pas si ça l'est vraiment à la fin, mais en tout cas, à imaginer, c'est hyper enrichissant. Quelle relation on entretient avec un éditeur? Est-ce qu'il vous met à fond de cale et il vous nourrit au pain sec et à l'eau, ou est-ce que justement c'est plus familial et puis on peut discuter, il y a des allers-retours, il y a de l'échange? Chose qu'encore une fois, nous lecteurs, on ne se dit pas. Moi en tant que lecteur, je me dis l'artiste il amène son livre, il dit tiens c'est ça, et l'éditeur dit non je prends pas, ou oui je prends. Mais alors donc, comment ça se passe? Est-ce que vous avez les mêmes relations avec vos éditeurs qui sont pourtant différents? On va voir. Donc là si vous ne lancez pas, c'est qu'il y en a un qui doit... Non, tu veux y aller? Vas-y. Non, je pense qu'en plus ça va être différent, parce je pense que c'est pas les mêmes échelles, mais moi, là, 2024, c'est une petite maison d'édition. En fait, les personnes à qui je parle, c'est les éditeurs. En fait, ils sont 2 à l'origine. Après, il y a quelques gens qui travaillent avec eux, mais il n'y a pas d'intermédiaire. J'ai pas d'intermédiaire, en fait. Du coup, ça va. Je parle pas à quelqu'un qui doit convaincre quelqu'un d'autre. J'ai juste à les convaincre eux. Et du coup, après, eux, ils m'accompagnent dans le projet au moment de l'histoire, justement à cette phase de storyboard. Ils vont venir m'alerter en me disant là cette situation, là, cette scène, c'est pas très clair, ou quand tu avances dans le récit, ne mets pas de côté cette question, il va falloir un jour y répondre. C'est ce genre d'échange qu'on peut avoir, plutôt que le dessin, case 2, page 3, là, il est moche, refais-le. On n'est pas trop dans ces discussions-là. Et après, évidemment, la discussion sur l'objet, à la finalité. Et après, ce qui moi, m'intéresse dans la collaboration que j'ai avec 2024, c'est que j'étais allé les voir avec Crépuscule, et du coup, ils ont accroché. Et eux, ils m'ont tout de suite dit, en fait, que ce qui les intéressait, c'était de défendre le travail d'un auteur en général, et pas forcément de défendre un projet. Ce qui fait que pour Le Long des Ruines, en fait, j'ai pas du tout eu à monter un dossier comme Crépuscule. En fait, ça s'est fait assez simplement. Je leur ai présenté l'histoire je devais avoir un résumé du scénario sur 2 à 4, quelques dessins. J'avais même pas de planche, en fait. On a discuté ensemble, ils étaient emballés, on a signé le contrat et c'est parti. Et du coup, d'être dans cette sensation un peu de confiance, c'est hyper agréable, et on se sent encouragé dans notre démarche, en tout cas. Voilà pour moi ma relation. On verra après comment ça va se passer avec. Je crois que c'est un petit peu la même chose. Delcourt, on peut penser que c'est une grande maison d'édition, c'est une grosse maison d'édition, il y a beaucoup d'éditeurs, beaucoup d'auteurs. Moi j'ai l'immense chance d'avoir un éditeur que je considère comme un ami, et je crois que c'est réciproque. Et en fait, il est très... On a un dialogue très ouvert, il me pose des questions sur mes personnages, des questions qui sont pas forcément dans le livre en fait, juste par curiosité, juste pour les connaître lui aussi. Et on a une relation assez particulière, puisque quand j'ai fait ma première bande dessinée, c'est lui qui est venu me voir pour me demander si j'avais des projets. Et c'était une grande chance pour moi. J'ai aussi la chance d'être sur la même longueur d'onde que lui, ou lui il est sur la même longueur d'onde que moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'autres projets qui sont à venir avec ce même éditeur-là. Donc je parle pas de Delcourt, je parle de Thierry Jor. Delcourt, c'est le directeur de la maison d'édition. Thierry Jor, c'est le sous-directeur, on va dire. Je ne sais pas quel statut vraiment il a. Donc, du coup, cet éditeur m'accompagne énormément.
il discute avec moi et il m'impose rien du tout. Il faut savoir que quand il y a quelque chose qui ne va pas dans le récit, il ne va pas me dire enlève ça ou ça c'est nul. Il va plutôt dialoguer avec moi en me disant pourquoi est-ce que tu as fait le choix de le faire comme ça. Est-ce qu'il fait tomber les post-it? Non, il ne fait pas tomber les post-it. Non. Et il fait attention en tout cas à avoir du tact, sans passer non plus par quatre chemins, pour le dire, ce qui est très très agréable. Il n'y a rien de plus ralentissant dans une élaboration d'œuvre, on va dire, quand quelqu'un n'ose pas te dire les choses. Et je crois que le rôle d'un éditeur, c'est qu'il te dise les choses, parce que c'est quand même... le livre va quand même représenter, je veux dire, un petit peu la maison. Ils vont pas publier n'importe quoi non plus. Ils vont pas publier des choses qui non plus les représentent pas. Et mon éditeur me suit un petit peu. J'ai eu une liberté folle pour faire Le Jardin de Paris. Je lui ai pitché l'histoire en 3 phrases. Je lui ai montré 2 dessins. Et 5 minutes plus tard, il m'a dit écoute, fais-le. Et on voit ce que ça donne. Et donc ça, j'ai pas eu de restrictions, j'ai pas eu de contraintes. Et c'est ça qui fait que je le remercie aujourd'hui. On va terminer sur une dernière question. Avant, je précise qu'il y a des livres qui sont à la vente que vous pourrez dédicacer de la librairie Contrebande. Et donc, dernière question, c'est le moment de lâcher les exclus. Sur quoi vous travaillez? Allez, on veut du lourd. Qui c'est qui se lance? Je vais d'exclure, un truc embêtant, mais... Suspense. Non, je travaille sur un autre projet de bande dessinée. Alors, est-ce que c'est toujours science-fiction? Ce sera de la science-fiction, même si elle est moins présente visuellement, de prime abord, on va dire. Ce sera... c'est la première fois que je dois la pitcher sans en révéler trop. Ce sera un récit autour du mythe, en tout cas autour d'une histoire qu'on raconte. Une histoire à laquelle on croit, une histoire dans laquelle on met de la foi. Et comment aussi, du coup, on peut malmener le regard qu'on peut avoir sur un mythe, comment on peut le mettre à l'épreuve d'un récit peut-être plus raisonné, d'un récit scientifique. Voilà, ça reste extrême. J'en suis où j'ai fait une vingtaine de planches, à peu près finies, et je dois avoir 70 pages de storyboardé. Je m'imagine être à peu près à la moitié là, de l'avancée. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de travail de rééquilibrage, donc c'est pas pour tout de suite. 2022 2022 pour la fin, je pense, moi, du travail. Ça ne veut pas forcément dire du coup 2022 en librairie. Toujours chez 2024. Il faut que je dise 2023 pour qu'on soit... Peut-être du coup en 2023, et sans doute avec 2024. Non, mais oui, je n'ai pas signé contractuellement encore, mais je les vois la semaine prochaine, donc à part s'il m'arrive un accident de train, ça devrait aller. Moi, je vais parler de 2 projets, puisqu'il y en a un, c'est pas vraiment... Enfin, c'est mon projet, mais c'est pas non plus mon univers. Je travaille sur une BD jeunesse qui s'appelle Les Légendaires. C'est la BD qui m'a fait dessiner. C'est la BD qui littéralement m'a fait dessiner au collège. Et son auteur, c'est littéralement aussi grâce à lui que j'ai été repérée par cet éditeur. Donc je lui dois tout. Donc je travaille dessus, c'est un spin-off. J'en suis au storyboard et je commence vraiment à m'amuser. C'est un rêve que j'avais. Du coup, pas trop de pression? Si. Si, de la pression, je me la mets certes toute seule, mais c'est quand même une grosse pression de travailler sur une BD qui a bercé tout mon collège, qui m'a réellement, je peux le dire, sauvé 4 ans de ma vie. J'aurais peut-être pu moins bien finir s'il n'y avait pas eu cette BD-là. Ces personnages m'ont vraiment bien accompagnée. Donc j'en suis très reconnaissante. Ensuite, le projet qui normalement devrait arriver derrière, c'est un projet en niveau de gris, noir et blanc, niveau de gris, voilà, je précise parce que ce ne sera pas tout à fait du noir et blanc. Et ce sera sur, là aussi je dois la pitcher en 3 phrases sans révéler, ça sera l'histoire au prime abord un peu classique d'un papa qui va s'installer dans une maison, donc ce sera aux alentours entre 1900 et 1920, ce sera un peu flou, qui va s'installer dans une maison
avec son fils en bas âge. Et en fait, il va découvrir qu'il y a quelque chose dans la maison. Il va devoir découvrir quoi. Et en fait, ça va parler de toutes les choses qu'on renferme quand on est enfant et qui sortent une fois qu'on est adulte. Je vous propose d'en rester là. Est-ce que vous ayez quelque chose à rajouter? Merci. Une question de la foule en délire? Non. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Merci.